Alors, on va redémarrer avec la dernière table ronde. Les solutions de répit au cœur du territoire. On va un petit peu élargir le débat sur cette dernière table ronde. Et en fait, cette dernière table ronde, finalement, elle ouvre sur un projet collectif qu'on devrait tous avoir, c'est ne plus avoir besoin de répit. Donc en fait, on va tuer le répit lors de cette table ronde. Sachez-le, on en a beaucoup parlé, mais en fait, tout ce qu'on souhaite, c'est que ça disparaisse. Et comment est-ce qu'on va remettre finalement la solidarité au cœur de nos vies? Et sur les territoires, on a choisi cette notion de territoire parce qu'on s'aperçoit quand on regarde les solutions qu'en réalité, le maillon essentiel, c'est quand même dans les territoires qu'on va le trouver. Il y a des aides nationales, mais c'est beaucoup les collectivités territoriales, les associations. C'est ce tissu local qui apporte les solutions. Et donc, on va vous proposer de découvrir des solutions justement qui permettent donc de mettre le répit et la solidarité au cœur des solutions. Et on va élargir le débat, pas seulement à la question de l'aidance des parents en situation de handicap, mais à la question globale en fait de l'aidance et de la solidarité. Voilà, et je vais laisser du coup la parole à Aurélia. Et donc nous allons accueillir Élodie Frasi, qui est maman aidante, mais également responsable du réseau Île-de-France de l'association Tombée du Nid, qui va pouvoir nous parler de son parcours, des parcours aussi des personnes qu'elle rencontre, et puis du projet de l'association. Delphine Piffard, qui est directrice de l'association Tombée du Nid, qui va nous parler de l'application Le Cœur du Nid. Voilà, de comment ça se met en place, comment finalement l'outil numérique peut être un vecteur aussi de reconstitution de ce tissu social. Et puis nous terminerons donc cette table ronde avec l'outsider de la journée, si vous me permettez que je vous appelle ainsi, outsider, si vous me permettez que je vous appelle ainsi. Olivier, qui est directeur dans un établissement médico-social à Bordeaux, mais plutôt spécialisé dans le champ des personnes âgées. Et donc on démarrait le colloque en disant que finalement les danses avaient été définies au chapitre des personnes âgées. Ça permet de boucler la boucle et qui nous permettra d'ouvrir aussi sur l'essaimage qui peut être fait par rapport à ce qui est mené auprès des personnes âgées. Voilà, je vais vous laisser démarrer, Elodie. Bonjour à tous. Alors c'est vrai que voilà, j'ai la double casquette ici aujourd'hui. Je vais commencer par rapidement parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de témoignages de mamans aidantes du coup aujourd'hui. J'ai une petite fille qui a 7 ans qui est polyhandicapée. J'ai une autre fille, sa grande sœur qui a 10 ans. Et il y a un peu plus de 4 ans et demi, leur papa est décédé brutalement. Donc du coup, je m'en occupe à temps plein, toute seule. Donc évidemment, comme beaucoup de familles touchées par le handicap, j'ai dû, et puis notamment seule, j'ai dû effectivement repenser ma vie, ma manière de faire et aussi mon emploi. Donc je suis de formation architecte. J'ai arrêté de travailler. Et puis, par chance, parce que je considère que c'est une chance, par chance, un jour, je suis tombée sur une annonce pour l'association Tombée du Nid qui cherchait un responsable réseau Île-de-France. Et j'ai postulé. Alors, j'ai postulé parce qu'évidemment, le sujet qui m'a été un peu imposé, mais finalement, maintenant, c'est un sujet qui me passionne et pour lequel j'ai envie de me battre, le handicap. Donc le sujet me convenait, mais également les ajustements de cet emploi, c'est-à-dire que c'est un emploi qui était à temps partiel, enfin même à mi-temps, et surtout qui en plus avait 11 semaines de congé, ce qui me permettait de m'occuper de ma fille, parce qu'effectivement les établissements médico-sociaux n'ont pas de... Il y a beaucoup de vacances et il n'y a pas de centre de loisirs pour nos enfants, donc un emploi à temps plein était impossible. Et malgré tout, je voulais continuer à travailler parce que pour moi c'est important c'était aussi une manière pour moi de me sentir utile. Et puis voilà, j'ai un peu comme l'avant tout à l'heure besoin de cette activité et de m'échapper aussi peut-être un peu de mon quotidien. J'ai beaucoup d'amis qui m'ont dit que c'était peut-être un peu trop de vivre le handicap, de travailler dans le handicap. Mais finalement, je crois que de travailler pour Tomber du Nid. Alors, mon rôle, on l'expliquera peut-être un peu plus, mais je reçois toutes les familles qui téléchargent l'application. Du coup, ça m'a fait assez égoïstement beaucoup de bien de comprendre que j'étais pas toute seule, que finalement mon parcours de vie était quasiment le parcours de vie de toutes les familles que je recevais.
de m'apercevoir que du coup, je m'en sortais pas si mal. Et puis aussi de comprendre que je pouvais être utile à toutes ces familles. C'est-à-dire qu'il y a parfois, dans un échange de 30 minutes, les familles me remercient en me disant que c'était une petite bouffée d'oxygène. Elles me remercient, elles remercient que l'application existe, parce que même si elles ne l'utilisent pas encore, de sentir qu'il y a une application qui est là pour elles sans restriction, parce qu'effectivement on accepte tout type de handicap, elles me remercient en fait, voilà, d'être là, de leur avoir accordé 30 minutes, ou simplement parfois je les ai écoutées parler d'elles, de leur enfant et de leur quotidien. Et donc moi ça m'a fait beaucoup de bien, aussi parce qu'on a échangé sur un peu de partage et astuces, voilà, quand on pouvait, on se donnait des petites choses, des petits plans qui pouvaient nous aider. Et donc moi, cette solidarité retrouvée entre familles, en tout cas de côtoyer beaucoup de familles qui vivaient les mêmes choses que moi, ça m'a fait énormément de bien. Et puis l'autre casquette, c'est que je reçois les bénévoles et je gère le réseau des bénévoles. Et donc là, à l'inverse, de voir tous ces bénévoles qui souhaitent uniquement donner de leur temps, que ce soit des jeunes, des actifs, des jeunes retraités, il y a des hommes, des femmes, qui ne s'inscrivent dans l'application uniquement que pour aider, et je crois que ça m'a réconciliée aussi avec notre société. Et finalement, je comprends qu'effectivement, cette solidarité, cette entraide peut vraiment nous permettre de sortir de l'isolement, que ça va au-delà du répit, c'est vraiment ça, on sort de l'isolement, on s'aide. Et du coup, je trouve que voilà, c'est formidable. Donc peut-être que Delphine va vous expliquer un peu plus ce qu'est l'application et ce que l'on permet pour toutes les familles. Voilà, puis peut-être qu'après je reparlerai, mais c'est mieux qu'on... Alors bonjour à tous. Donc voilà, merci Élodie pour ce témoignage et qui me fait tellement plaisir parce que on est une association qui a 9 ans, qui a été créée par un couple, Clotilde et Nicolas Noël, qui ont adopté 3 enfants porteurs de handicap. Donc le handicap, ils l'ont choisi quelque part, mais n'empêche qu'ils se sont trouvés parents aidants. Et il y a eu donc un livre qui a été écrit, on peut peut-être passer les slides juste. Bon, je ne sais pas comment ça se passe. Juste pour voir la petite Marie, voilà, qui a rejoint cette famille. Et donc Clotilde a écrit un livre qui raconte donc l'histoire de l'adoption de cette petite fille. Et évidemment, donc en tant que parent aidant, et Clotilde a témoigné sur les réseaux sociaux et a rassemblé une énorme communauté de gens qui se sont retrouvés dans ce qu'elle disait. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup apprécié parce qu'effectivement, on retrouve aussi un peu les valeurs que nous avons chez Tombé du Nid, c'est-à-dire le handicap, c'est lourd, c'est un quotidien qui est difficile et ça, on ne le nie pas. Mais en revanche, il y a aussi de la joie. Et Clotilde témoignait aussi de tous ces petits moments de joie qu'elle avait avec ses enfants, parce qu'ils en ont adopté 3. Hein. Donc c'est vrai que voilà, et avec plusieurs types de handicap. Donc effectivement, c'est cette énorme communauté qui s'est constituée. À un moment, on s'est dit il faut en faire quelque chose. Et donc l'idée a été, voilà Marie, l'idée a été de faire une application. Parce que finalement, on a tous un smartphone. Et si à portée de clic, on peut donner un besoin et que ce besoin, un bénévole peut y répondre, c'est absolument génial. Et là, on ne parle pas de financier, puisqu'en fait, tout à l'heure, on disait les solutions, tout est payant. Mais là, on a des bénévoles, et comme disait Élodie, on a des bénévoles qui sont prêts à donner du temps gratuitement, parfois 1 heure de temps en temps, parfois de façon beaucoup plus régulière. Et d'ailleurs, je regarde parce que nous avons une bénévole qui est là, et peut-être qu'on pourra la laisser témoigner tout à l'heure de ce qu'elle vit, parce que je pense que les bénévoles aussi apprennent beaucoup auprès de ces familles, et ça leur apporte beaucoup de joie. Aider est aussi source de joie et de sens qu'on cherche tous dans notre quotidien. Alors,
Oui, mais c'est pas grave. Donc là, on peut passer ce slide parce que je crois que la problématique des aidants, elle a été largement... voilà, donc là, vous voyez toutes les photos de nos bénévoles. Alors aujourd'hui, ils sont 450, donc on n'a pas mis 450 photos, mais vous voyez, il n'y en a que 2 ans et on a déjà 450 bénévoles qui agissent auprès de 500 familles. C'est encore qu'un début. On veut effectivement se développer de plus en plus. On peut passer donc là après. Donc l'application, elle s'appelle Le Cœur du Nid. Donc pour les familles, c'est très simple. Elles téléchargent l'application. Elles vont être reçues par les responsables régions. Donc aujourd'hui, nous sommes ouverts dans 6 régions en France. Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, Pays de la Loire, Hauts-de-France, Normandie, Provence-Alpes-Côte d'Azur. D'ici 2027, on devrait être ouvert dans toute la France. Donc voilà, ça va très vite, on se développe vite, c'est simple, l'outil est simple. Simplement, il faut un dispositif et il faut une Élodie dans chaque région qui accueille chaque famille, et surtout qui sélectionne, qui forme et qui accompagne les bénévoles, puisque évidemment, on veut des bénévoles qui soient compétents auprès des familles. Et on va voir, donc il y a tout un tas de services qui sont offerts aux familles, qui vont de l'aide dans le quotidien, et c'est plus de 60% des demandes qui sont faites. Alors là, c'est du régulier ou du ponctuel. Donc c'est un bénévole qui va se rendre toutes les semaines, 1 heure ou 2 dans la famille, pendant que le parent qui est présent, mais qui va faire télétravailler, s'occuper de la fratrie, toutes ces choses dont on a parlé ce matin, ou faire une sieste, parce que toujours c'est ça. Moi, papa m'a dit, moi j'ai juste fait 2 heures de sieste. Ben voilà, super, c'est ce dont il avait besoin à ce moment-là. Voilà, donc ça, l'aide dans le quotidien, ça peut être des accompagnements à des rendez-vous médicaux, ça peut être, enfin voilà, toutes ces petites choses du quotidien, de faire une course ou autre quand on est bloqué à la maison. Ensuite, il y a l'administratif. On a parlé effectivement des dossiers MDPH qui sont lourds, difficiles et même parfois c'est psychologiquement pas simple de remplir le projet de vie de son enfant. Donc je vois des petits oui, donc voilà, vous savez de quoi ça. Et bien parfois un bénévole à ses côtés, c'est plus facile de cocher la case qu'on n'a pas envie de cocher parce qu'on n'a pas envie de dire que son enfant ne sait pas faire quelque chose, et pourtant pour accéder à ses droits, il faut le faire. Et donc être accompagné d'un bénévole, c'est voilà. Et ça, les MDPH, parce que nous les rencontrons, parce qu'évidemment on leur dit faites-nous connaître auprès des familles. Les MDPH nous disent mais faites ce boulot et c'est génial. Nous on peut pas le faire, donc on n'a pas le temps, machin. Donc on n'est pas, on remplace pas les services publics, on apporte juste le service complémentaire qui va faire que les familles vont pouvoir accéder à leurs droits plus facilement, et tout ne peut pas être fait par le public. Voilà. Après les partages et astuces, on peut imaginer toutes ces petites choses, avec le bon appareillage, la bonne asso. Là, depuis ce matin, avec Élodie, on n'arrête pas. On note tout ce qu'on apprend, parce que derrière nous, on met tout ça dans une boîte à outils, de manière à ce que les parents, ils aillent puiser la bonne info. On ne refait pas quelque chose qui existe. Hein. Moi, tout ce qui existe, on prend et on ne fait pas. Voilà. Donc nous, on est là pour mettre en lien, pour faire connaître. Et voilà. Et donc, évidemment, on forme nos bénévoles à tout ça. C'est-à-dire qu'on va leur dire, vous savez, il y a Lien Psy qui existe, parlez-en aux familles. Il y a la ferme des bobos, Bobo à la ferme, parlez-en. D'ailleurs, c'est déjà dans notre boîte à outils depuis bien longtemps. Voilà. On accompagne aussi les parents dès le diagnostic du handicap. Là, c'est au moment de la grossesse. Parce qu'on a des parents qui ont besoin de partager avec d'autres parents sur cette... voilà, peut-être aussi pour prendre une décision éclairée d'interruption ou pas. Et là-dessus, moi, j'ai un témoignage effectivement d'un papa qui on avait mis en relation avec une bénévole. C'est le papa là, hein, on parlait beaucoup des mamans, mais là c'est le papa qui avait appelé, et le papa, on l'avait mis en relation avec une bénévole qui l'avait accompagné. Ils avaient accompagné le couple pendant les 5 mois de grossesse, préparant à tout ce qu'ils allaient vivre au moment de la grossesse et sur les premières semaines. Et son témoignage était de dire, mais vous savez, quand Maëlys est née, en fait, c'était comme une grossesse classique, normale. En fait, on était tellement préparés qu'on l'a hyper bien vécu. Ce papa-là et cette maman,
aujourd'hui, on connaisse le cœur du nid. Et donc, à portée de clic, quand ils ont un problème, quand ils ont une question, quand ils ont besoin d'aide, vont pouvoir demander. Et ben, c'est là où on va tuer le répit. C'est-à-dire que ce papa et cette maman, peut-être que, on verra dans 10 ans, mais espérons qu'il n'ait même plus besoin de répit, finalement. Voilà, quand on le prend avant, et c'est pas largement pas toujours le cas, on a beaucoup de familles qu'on accueille, ils sont déjà dans un état d'épuisement énorme. Mais voilà, donc faire connaître le cœur du nid très tôt pour pouvoir avoir tous ces petites aides dans le quotidien et qui feront qu'on aura moins besoin de répit. Voilà. Et puis après, au-delà de 20 ans, on s'occupe effectivement du projet de vie parce que les parents nous ont dit, bah oui, mais une fois que voilà, l'enfant a 20 ans, quelles sont les solutions que l'on a? Et on sait qu'il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même. Et il y a de plus en plus de solutions d'emploi, de logements qui se développent, mais souvent les parents ne le savent pas. Et donc c'est important de témoigner de ça. On fait aussi de l'aide, enfin, par rapport à l'histoire de notre association, on accompagne aussi des familles, des parents qui rentrent dans un projet d'adoption. Et en ce moment, il y a 14 familles qu'on accompagne. Donc c'est peu par rapport aux 500 familles qui sont dans notre application. Mais vous imaginez qu'il y a 14 enfants qui vont trouver un foyer et qui sont aujourd'hui pupilles de l'État et qui n'ont pas de famille, qui sont accueillis en hôpitaux bien souvent. Voilà. Et puis après, il y a des bénévoles aussi qui peuvent proposer leur aide. Donc c'est dans les deux sens. C'est vraiment la mise en relation. Donc je demande de l'aide ou bien j'ai des bénévoles qui me disent tiens, je suis disponible la semaine prochaine, mercredi prochain. Est-ce que je peux venir aider? Voilà un petit peu là tout ce que l'on offre. La moyenne de nos développements, et je sais que là, il y a des représentants d'entreprises, de mutuelles ou autres, on est en train de faire de plus en plus de partenariats avec des entreprises. Pourquoi? Parce qu'en fait, toutes les entreprises, on l'a dit, ont des salariés aidants, même la plus petite, bien souvent. Et donc, faire connaître le cœur du nid à ses salariés, c'est leur apporter une solution, clé en main, quoi. Enfin, il n'y a même pas grand-chose à faire. Mais il y en a aussi des entreprises qui axent sur le côté du bénévolat. Parce qu'en fait, engager ses salariés en tant que bénévoles en disant, si vous voulez donner 1 heure ou 2 auprès d'une famille et prendre part au handicap, la plupart de nos bénévoles ne connaissent pas le monde du handicap. Hein. Donc on est en train de réunir aussi un peu de monde. Je pense que ça, on ne l'a pas beaucoup dit aujourd'hui. Mais des gens qui ne connaissaient pas le handicap, qui vont aller dans une famille où il y a un enfant porteur de handicap et qui vont dire qu'est-ce que je peux faire pour vous aider avec mes petits moyens, avec mes petites connaissances. Mais en fait, ils se rendent compte tous qu'ils peuvent faire beaucoup. Donc, il y a des entreprises qui prennent conscience aussi de ça en disant mais il faut créer de la solidarité et donc ils vont promouvoir aussi la partie bénévolat. Et puis bien sûr, tout ça c'est gratuit et donc les entreprises nous accompagnent aussi financièrement via du mécénat financier. Voilà ce que je voulais partager déjà. Donc après c'est à moi. Donc, comment vous avez dit? L'outsider? L'outsider, oui. Je dirais le décalé, mais bon c'est pareil. Hein. Donc Olivier Frédé, très heureux d'être là. Un peu décalé, je vais expliquer pourquoi. Mais par contre, vraiment, j'ai ressenti toute la journée, parce que j'ai pris des notes, parce qu'il vaut mieux que j'ai des notes, parce que sinon ça déborde. Donc, tout ce que j'ai entendu, le ressenti, l'engagement, l'envie, qui est absolument partagée, individuelle et collective. Et je pense que le sens collectif, c'est ce qu'on a entendu dernièrement, est important. Je travaille sur la question de l'aidance, en fait, depuis une 20aine d'années, mais sur un public de personnes âgées. Donc, moi, je suis vraiment décalé, et je vais revenir sur la notion d'aidance. Parce que je pense qu'on a beaucoup parlé de l'aidant ce matin, mais pas forcément de l'aidance. Donc je vais m'expliquer après. Sur la Fondation Bagatelle, donc à Bordeaux, en 2014, j'ai eu la chance de pouvoir créer une équipe pluridisciplinaire de soutien aux aidants sur un territoire. On revient sur la notion de territoire. Donc une structure avec des professionnels de toute obédience, psycho, assistant social, ergothérapeute, et un métier qui était créé en 2009 sur Bordeaux, technicien coordonnateur de l'aide psychosociale aux aidants, pour effectivement être aux côtés de l'autre qui est en difficulté, l'aidant. Pourquoi? Parce qu'il est perdu
dans un dédale, on l'a suffisamment entendu cet après-midi, de possibilités financières ou juridiques, etc., etc. En fait, on s'est rendu compte, on accompagne quand même des DIA d'aidants aidés entre 200 et 250 par an. À 40%, la première demande, c'est de l'info. Les gens sont perdus. Quand vous entrez, enfin, je prêche à des convaincus, quand vous entrez dans la dépendance, vous entrez dans le troisième monde. Un monde où on est complètement perdu entre les codes, les langages, etc. Si vous n'avez pas un traducteur, un passeur, ce que j'appelle moi un opérateur de reliance, donc un travailleur social qui va vraiment épauler l'aidant pour se reconnaître, il ne trouvera pas la porte. Donc c'est vraiment des professionnels dédiés. Et effectivement, cette notion de passerelle, on la retrouvera tout à l'heure avec des exemples pour les personnes âgées qu'on peut tout à fait croiser avec les parents d'enfants en situation de handicap. Et je suis prêt à faire des propositions. En plus. Donc bon. En fait, l'aidance, c'est quoi? C'est le cadre général de tout ce qui se joue entre les liens entre l'aidant, la personne qui porte et supporte son enfant ou son parent dépendant, et l'aidé, qu'on appelle l'aidé, qu'on a dit ce matin, le jeune ou l'enfant ou la personne plus âgée qui est en situation de dépendance. Ce sont tous les liens qui se créent entre les deux, mais aussi tous les liens familiaux, tous les liens au niveau du travail, on l'a très bien entendu ce matin, tous les liens au niveau du quartier, on revient sur la question du territoire, tous les liens plus largement au niveau du territoire. C'est tout ça l'aidance. Ce n'est pas que l'aidant, et je me projette que sur l'aidant, c'est tout l'écosystème qui se propage autour. On a très bien entendu ce matin, quand on voulait l'entendre, les difficultés qui étaient soulevées. Donc, comme diraient les bons sachants d'aujourd'hui, dans son écologie. Voilà, la personne dans son écologie. Différents états, en gros, et qu'on retrouve, à mon sens, moi je les ai entendus ce matin, l'antéaidance, l'aidance spécialisée, la post-aidance. L'antéaidance, c'est quoi? C'est au moment où on commence à avoir des petites ondelettes d'inquiétude. Qu'est-ce qui va devenir? S'il a tel diagnostic, on l'a entendu ce matin sur qu'est-ce qu'il va avoir comme difficulté? Donc, qu'est-ce que je peux avoir comme aide, etc. Si c'est un parent âgé, vers quoi il va, avec la maladie, etc. On commence juste à se poser des questions. Et puis, petit à petit, les questions deviennent plus prégnantes, on commence à s'orienter vers les professionnels. Et alors là, on se retrouve complètement dans l'aidance spécialisée, où là, à mon avis, et là, je vais mettre les pieds dans le plat, c'est là où on a les 9, 10, 11, 12, 13 millions, je ne sais plus combien, parce qu'on ne sait même plus à force de les compter, de personnes, et notamment ceux qu'on a entendu les témoignages ce matin. Quand on entendait 4 heures ou 6 heures par jour, là, c'est les gens qui sont dans les dents spécialisées, qui sont à fond, qui sont au taquet, qui essayent de travailler en même temps, etc. Et pour lesquels, éventuellement, il y a du répit. Ça, on y reviendra après. Mais, je reprécise, vous, de toute façon, on est tous des aidants potentiels toute notre vie. Nous basculons toute notre vie entre des situations où nous sommes aidés, des situations où nous sommes aidants, voire même, et je l'ai entendu ce matin, c'est pour ça que quand on décrypte, etc., dans la même journée, quelqu'un peut très bien être aidant et après être aidé, etc. Donc c'est 68 millions, c'est pas 11 millions. Donc déjà, c'est beaucoup plus craignos. Ensuite, troisième état, la post-aidance. Je l'ai entendu aussi ce matin. C'est quoi? C'est le moment, alors je ne vais pas employer le mot qui a été dit, placement, parce que c'est vraiment la chose qu'on déplace, donc, ou en tout cas, il y a une institutionnalisation qui est mise en place, ou un décès, ou, je l'ai entendu aussi ce matin, qu'est-ce qu'il va devenir si je décède avant lui? Donc il y a tous ces états-là que l'on retrouve, quel que soit le public, etc. C'est pour ça que l'aidance, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe. Il nous faut, à mon avis, pour continuer à avancer, travailler dans le sens que soulève Gabriel Alperne sur l'hybridation. C'est-à-dire croiser les savoirs, croiser les métiers, croiser les générations, etc. On a entendu le mot décloisonner. Décloisonnement, c'est Nicole Questio, c'est 68. En 68, on abordait déjà la notion de décloisonnement. Qu'est-ce qu'on voit? On voit encore plus de cloisonnement. Et des systèmes qui s'empilent, vous l'avez très bien dit tout à l'heure. Donc voilà. Croiser, articuler, partager. C'est vraiment des verbes que j'ai entendus. On est complètement en raccord. Hein. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme jointure ou passerelle entre les personnes âgées, parce que c'était un petit peu ce qu'on se posait au démarrage, et puis vous, et notamment votre application, etc. Bon, on l'a vu déjà, le répit. Encore faut-il, et c'est ce que rappelait Marie tout à l'heure, qu'il puisse être préparé, ce répit. Parce qu'on sait très bien que sinon on se plante. Mais moi, ce que je voudrais, c'est qu'avant le répit, on puisse aller le plus en amont possible, et qu'on aille sur ce que j'appelais tout à l'heure l'antéaidance. C'est-à-dire le moment où on se pose des questions.
et qu'on évite peut-être, et ça c'est génial, c'est qu'on est complètement raccord, qu'on évite peut-être, mais c'est très bien qu'il y ait du répit, attention, parce que dans ces cas-là on dit « Ah, vous êtes contre le répit », pas du tout, mais qu'au moins on puisse offrir des chances différentes. Autre système qu'on pourrait peut-être coaliser, c'est le système pour les personnes âgées qui s'appelle Mona Lisa, qui est un système qui existe depuis 2015, mais qui a surtout été vraiment revitalisé depuis l'année dernière, de bénévolat au niveau des personnes âgées, en faisant la part belle sur chaque territoire. C'est vraiment de la co-construction sur chaque territoire, avec des acteurs. C'est pas Mona Lisa qui amène son savoir, ils en ont rien à foutre. Ils appliquent une politique publique qui est lutter contre l'isolement auprès de personnes qui sont en difficulté parce que vivant l'isolement. J'ai discuté mardi avec le référent national de Mona Lisa. J'ai dit que j'allais parler de Mona Lisa. Il est prêt, éventuellement, à pouvoir faire des passerelles. Ils font des formations, ils font des choses comme ça. Il y a peut-être un coup à jouer. Premier coup. Deuxième coup, parce que quand même, j'arrive pas comme ça. Deuxième coup, c'est tout simplement l'équipe qu'on a mise en place, nous, qui malheureusement, est unique en France. Une équipe pluridisciplinaire, arc-boutée comme ça, et répondant à tout à chacun, ça n'existe pas. Pourquoi ne ferions-nous pas, et ça s'adresse vraiment à l'association ici, un partenariat ou j'en sais rien, pour qu'on puisse peut-être, sur Bordeaux, intervenir avec vous, avec d'autres, etc., je n'en sais rien, auprès de parents avec des enfants en situation de handicap. Nous, on veut, de toute façon, sur Bagatelle, on l'a entendu tout à l'heure, intervenir au niveau des aidants jeunes et au niveau, justement, du handicap via les parents. Donc, il y a peut-être des passerelles. Le territoire, effectivement, c'est le lieu des utopies, comme on dit toujours. C'est pas moi, hein, c'est Timothée Duverger, donc c'est surtout pas moi. Mais moi, surtout ce que j'ai entendu, et puis je vais conclure là-dessus parce que ça suffit, fraternité, solidarité, j'ai quand même entendu ça, qui sont quand même des gros mots aujourd'hui, mais qui ressortent dans la transpiration de tout. Oser, il faut, oser dire qu'on est en difficulté. Et peut-être pas forcément dire qu'on est aidant, etc. Non, je suis en difficulté parce que je suis dans une situation d'aidance. Oser ça c'est pour les personnes qui sont concernées. En tant qu'association, en tant qu'institutionnel, moi en tant que directeur de structure, il faut oser bouger des lignes, péter des murs, ça c'est clair, créer des passerelles, être des passeurs, des traducteurs et compagnie. Écoutez, on l'a entendu et vous l'avez dit, ne serait-ce que l'écoute de l'autre. On s'en fout de l'écoute aujourd'hui, c'est la base pourtant. Bref. Quand il y a une catastrophe, et ça je fais référence à Charlie Couture, quand il y a une catastrophe, quand il y a un drame, etc., on regarde tous en haut. Alors ça, on regarde en haut. Les secours, ils viennent jamais d'en haut, ils viennent d'en bas. Donc c'est à nous de nous en accaparer. Et justement, avec les personnes qui le vivent, c'est vous les acteurs. Nous, les professionnels, on accompagne. Mais le moteur, il est là. Et je termine juste, j'arrête. J'ai dit, heureusement qu'il y a la feuille, parce que... Moi, j'ai envie de dire, il faut surtout, et c'est ce que je dis, Pierre, il le sait, oser, il faut bricoler, il faut bouger des lignes, tenter, risquer, jeter les dés, parce que c'est ça, parier, inventer, défier. Alors, je termine par Deleuze, excusez du peu, faire miroiter un éclair de lumière dans les mots, faire entendre un cri dans les choses visibles. Et je pense que si on arrive à faire ça, eh bien on y arrivera. Mais je pense que le chapeau, c'est les danses. Merci beaucoup. Oui, ma question s'adresse à Olivier. Pourquoi est-ce que ton équipe à Bordeaux, déjà, on n'a pas osé, on n'a pas tout simplement dupliqué l'expérience sur d'autres territoires? Alors, raison financière. Donc, moi, je suis parti sur les personnes âgées parce qu'il y avait une ligne de financement. C'était par le biais du PAERPA en 2014. PAERPA, plan pour les personnes âgées en risque de perte d'autonomie. Ensuite, le PAERPA s'est arrêté. L'ARS, l'Agence régionale de santé, finance. J'ai fait des démarches dans d'autres ARS, parce que j'ai traîné mes guêtres aussi du côté de Rennes, dans le sud-est, etc. Ça n'a pas pris. On a des résultats au niveau de l'impact, au niveau de l'accompagnement des personnes. J'ai des bilans d'activité qui montrent justement les types de difficultés et pas partir comme des bourrins sur une idée. Ben non, ne simplement se poser à côté de l'autre, etc. Je peux rien te dire, Pierre, si ce n'est que ils veulent pas, quoi. Donc non. Le ministère, je suis allé 2 fois, la SNSA aussi. Oui, c'est très bien. Ah ouais, c'est intéressant. Ah ouais, c'est super. Vous faites du bon boulot. Ouais, mais c'est pas ça que je voudrais. Parce que les gens, il faut être imprégné de quelque chose. On est missionné.
en tant que professionnel, enfin moi je le vis comme ça, et je pense qu'on est d'autres dans la salle, professionnels, hein. Missionner, le terme mission, putain c'est pas neutre. Mission, je travaille pas pour moi, je travaille pour que l'autre soit le moins mal possible. Mais même cette idée-là n'arrive pas à traverser les frontières ou à traverser les départements. Parce qu'après on se retrouve, et ça on pourrait en discuter, enfin vous le savez très bien, des heures et des heures, sur la question des financements, la question des départements qui sont pour certains qui financent plus, etc. Donc oui, moi je pense que c'est une idée, c'est pour ça que je pense qu'il faut peut-être changer d'axe ou peut-être partir sur d'autres axes, j'en sais rien, ou de lieu, mais ça n'essaime pas. Est-ce qu'il y a une autre question? Ou un témoignage. Ou un témoignage, oui. Pardon. Moi, je remercie l'association que vous représentez parce que au cours de cette journée, ce qu'on a principalement dit, c'est le vivre ensemble qui est le plus important et que le vivre ensemble, c'est nous tous, c'est-à-dire c'est vous, c'est les entreprises, c'est aussi les acteurs publics, c'est le médico-social. Il ne faut pas non plus, voilà, ce sont des professionnels qui se donnent dans leur travail. Donc c'est nous tous, la santé, la prévention, enfin voilà, et c'est ça le vivre ensemble. Donc je pense que tout ce qui permet de développer le vivre ensemble. Enfin, moi, je reprends dans notre enquête à l'UNAPI, les parents souffrent du regard qu'on pose sur eux. Donc, je trouve que plus on sera de personnes concernées partout et que plus les personnes changeront de regard, peut-être parce que si vous avez des jeunes, ils ont fait 1 heure de bénévolat dans une famille, et bien peut-être cette heure de bénévolat, elle aura rendu service à la famille, mais elle aura aussi permis que ce jeune va changer de regard. Il va peut-être changer pour 1 heure de bénévolat son regard sur toute sa vie de celui qui va peut-être un peu crier trop fort, qui, quand il va être dans un grand magasin, va pas très bien se comporter au moment à la caisse. Et là, les parents, ils souffrent énormément. C'est très dur d'avoir un enfant qui crie au moment de la caisse et de dire « Excusez-moi, il faut que je passe devant tout le monde. » Parce que ça va pas tenir jusqu'à la voiture. Et je trouve que ça, c'est très important, ce changement de regard, parce que c'est ça qui permet, en fait, le vivre ensemble. Voilà. Bon, je vais enchaîner, du coup, c'est moi qui suis bénévole dans la salle. Je suis maman aidante, mais ceci dit, je voulais faire profiter de mon expérience en allant donner quelques temps à certaines familles. Et ma fille a un handicap cognitif, et la première fois que je suis allée dans une famille, c'était une jeune fille qui était polyhandicapée, très lourde. Et la question que je me suis posée, c'est comment je vais réagir. Et au final, ça s'est merveilleusement bien passé. Et j'ai vu le bonheur aussi dans les yeux de cette jeune fille. Donc la maman télétravaillait à côté puisque l'IME était fermé cet après-midi-là. Et en fait, c'est pour ça que je veux vous conseiller d'être bénévole, dans le sens où, alors déjà, premièrement, il y a une formation, et ça, c'est super, parce que pour les personnes qui ont peur et qui n'ont pas du tout connaissance, ça permet d'avoir un peu de connaissance. Et puis, vous ne l'avez pas dit, mais tous les mois, il y a des échanges, enfin, tous les 2-3 mois, il y a des échanges qui sont organisés entre les bénévoles pour partager aussi les expériences et poser d'éventuelles questions. Donc ça permet aussi de progresser dans ses connaissanses. Et donc donner de son temps, c'est recevoir. Parce qu'effectivement, même moi, j'ai beaucoup reçu. Donc je vous invite à donner un peu de votre temps, puisqu'au final, c'est un engagement de participer et non pas de quantité. Et on peut tous donner un peu, c'est pour rebondir sur la solidarité. Je pense que et ça permet aussi au mot handicap d'avoir un peu moins de connotations négatives et en tout cas d'être mieux perçu par des personnes qui aujourd'hui ont peur de ce mot. On peut peut-être conclure sur cette notion du vivre ensemble, voilà, qui est un peu qu'est-ce qui fait le trait d'union entre nous tous, nous toutes.
Et puis on voulait enchaîner avec Anne parce qu'on se retrouve un petit peu là où on était, au point où on était l'année dernière. C'est super de voir des liens qui se forment entre les intervenants. J'ai déjà eu des demandes en me disant est-ce que tu peux nous adresser les adresses mail de tout le monde parce que je veux reprendre contact avec tel ou tel. Et c'est comme ça qu'on a terminé le colloque l'année dernière. Et c'est de là aussi qu'est né ce qu'on va vous présenter à la suite, c'est-à-dire notre collectif du Livre Blanc.